arabe qui rencontre un breton et il lui dit comment tu t'appelles. Il lui dit je m'appelle Thibaut. Et le rebeu lui dit merci toi aussi Thibaut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors sur cette première vidéo, on va parler un peu des sionistes. Il existe deux types de sionistes, le savez-vous? Le premier assume pleinement son engagement et se revendique comme tel. Le second agit de manière dissimulée avec une approche plus sournoise. Les amis, avant de commencer cette petite action, je compte sur vous. Un petit like, un petit commentaire pour la visibilité de la chaîne. Et j'en ai bien besoin en ce moment. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne, mon Tipeee est dans la description. Merci à tous du soutien. Il y a deux types de sionisme. D'une part, le sionisme radical, celui du gouvernement israélien par exemple, qui est ouvertement raciste, impérialiste, colonialiste, qui cache pas du tout ses intentions génocidaires envers le peuple palestinien. Ils disent exactement ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent faire. Et c'est pratique parce qu'on sait exactement à qui on a affaire. Et de deux, leur discours est tellement violent et aberrant que même les gens les moins informés sur la question, c'est pas ouf quand même, non? Le deuxième type de sionisme est beaucoup plus insidieux parce qu'il avance à visage couvert. C'est celui porté par des figures comme Delphine Orvilleur, Anna Assouline, Johan Sfar. Ce sont des personnes qui vont se désolidariser du gouvernement israélien en disant non mais c'est l'extrême droite, vont produire un discours beaucoup plus modéré, beaucoup plus digeste, très télégénique. D'ailleurs ils font la tournée des plateaux télé. Ils vont passer leur temps à répéter des termes comme empathie et paix, sauf que ce sont des termes et des concepts qu'ils vident de leur sens. Ils se positionnent en figure apolitique, neutre. Mode on prend pas parti, c'est dur pour tout le monde. Nous on est gentils, on veut juste que les gens arrêtent de souffrir, on veut juste la paix. Et dans leur discours, ils vont d'ailleurs faire très attention à éviter d'employer des termes très chargés politiquement comme génocide, apartheid, colonialisme, tout ce qui pourrait mettre en avant la responsabilité d'Israël dans les horreurs qui se déroulent en ce moment. Ils vont vraiment, parce qu'en fait ces personnes ne sont pas apolitiques, elles sont sionistes. Elles ont un rôle très précis. D'ailleurs, ces personnes ne vont pas se gêner pour tacler des membres de la France Insoumise ou des féministes. Et cette facette-là du sionisme est à mon sens beaucoup plus dangereuse parce que c'est beaucoup plus subtil, parce que c'est un sionisme qui se part d'un vernis de respectabilité. Que dans ce contexte actuel, les amis, on ne peut pas être apolitique. Il n'y a pas de neutralité possible ici. Soit vous êtes pour la libération du peuple palestinien, soit vous êtes contre. Et si vous n'êtes ni pour ni contre, c'est que vous êtes contre. Mais elle a tout à fait raison cette dame-là. Pourquoi les amis? Parce que quand ces sionistes parlent matin, midi et soir sur les plateaux TV, ça donne ça en France. Henri Lévy, vous avez peut-être des chemises très propres, mais vous avez peut-être aussi les mains très sales. Oui, eh bien moi je ne sais pas comment réagissent. Il faut aussi arrêter donc de financer le Hamas. Bien sûr, ça faut le dire à Netanyahou. Excusez-moi, c'est lui qui a eu cette stratégie vous avez condamné ceux qui finançaient le Hamas, dont Monsieur Netanyahou, qui est le premier financeur du Hamas. Vous vous souvenez de cette déclaration, hein, il dit si vous êtes contre la constitution d'un État palestinien, on a intérêt à financer le Hamas et à radicaliser les Palestiniens. C'est les propos de Netanyahou. Nicolas Sarkozy avait déclaré à Barack Obama que Benyamin Netanyahou était un menteur et qu'il ne pouvait plus le supporter. Tu en as marre de lui, mais moi je dois traiter avec lui tous les jours, a rétorqué son homologue américain selon le site Arrêt sur Image. La cause de ces fuites croustillantes, des micros déjà ouverts avant la conférence de presse Obama-Sarkozy. J'ai aucune sympathie pour ce monsieur, aucune. Et on s'en fout, mon problème c'est pas d'avoir de la sympathie ou pas pour lui. Je pense que la dérive démocratique dans laquelle il a installé son pays, la tension politique extrême qu'il a non seulement fait naître, mais qu'il a entretenu en s'alliant avec des extrémistes. Je ne sais pas si lui-même est extrémiste, mais clairement il a choisi pour des raisons politiques de s'allier avec la branche la plus dure de la représentation politique israélienne. Et religieux, je crois aussi. Aujourd'hui, Israël a le droit, le devoir de se battre pour éradiquer le Hamas. Est-ce qu'il faut éradiquer le Hamas? Est-ce que Je vais vous répondre très rapidement. Déjà, premièrement, vous dites quelque chose qui, selon moi, montre votre inculture et votre manque de compétences sur ce dossier. C'est vrai, comme vous répondez jamais par oui. Parce que on vit pas dans Twitter et donc on fait des réponses longues. Et c'est comme ça qu'on élève le niveau des consciences, l'intelligence et j'attends la réponse avec intérêt. Dire que ça a commencé le 7 octobre, c'est manquer de culture sur le sujet. Monsieur Bellamy, la guerre des 6 jours n'a pas existé, la guerre israélo-arabe n'a pas existé, il n'y a pas eu de deuxième intifada, il n'y a pas eu de guerre en 2009, il n'y a pas eu de guerre en 2012, il n'y a pas eu de guerre en 2014. Vous venez de vous réveiller et d'apprendre que depuis 75 ans, il y a un conflit israélo-palestinien. Monsieur, si vous partez sur cette base-là, vous n'arriverez à rien. Diffuse toute la soirée. Des fêtes, non, mais c'est parce qu'il ne comprend des pas fêtes la d'islamo-gauchistes, c'est-à-dire qu'on se réunit le soir et on fume des chichas en se disant c'est vraiment bien d'être islamo-gauchiste. Le génocide, c'est défini aussi stricto sensu pour dire que c'est l'élimination d'une population. Bien sûr. Donc, ça n'existe C'est ce qui plus. est en train de se passer
à Gaza. Je pense que c'est ce qui Sciemment, est fait. sciemment, on veut éliminer les Palestiniens. Mais bien sûr. Vous croyez que c'est une erreur? 30 000 morts, un blocus qui empêche l'entrée de l'aide humanitaire et qui fait que les gens là-bas meurent de faim. Vous pensez que c'est par hasard? Que c'est pas fait exprès? Benjamin Netanyahu est un du ministre de la Défense israélien qui dit que les Gazaouis sont des animaux. Monsieur, si vous partez sur cette base-là, vous n'arriverez à rien. La spirale de la violence dont vous parlez vient du fait que depuis 75 ans, les frontières telles qu'elles ont été définies, premièrement avec la résolution 181 et avec les accords d'Oslo, ne sont pas respectées. Aujourd'hui, vous avez pas une guerre de religion, une guerre de territoire et une situation coloniale. Si jamais vous voulez sortir de la spirale de la violence, alors vous avez besoin de la reconnaissance d'un État palestinien, comme le dit le pape. La proposition d'éradiquer le Hamas, combien de temps ça prendrait? Les services de renseignement américains disent que ça prendrait 10 à 15 ans. À ce rythme-là, vous aurez tué 600 000 personnes. La seule solution qu'on a pour pouvoir, au rythme auquel on est en train d'aller, oui, clairement. 1 millier de morts en 10 minutes. Ça n'est jamais arrivé. Ce qui vient de se passer, c'est pas une étape en plus, c'est un tournant absolument majeur dans la guerre. Il faut quand même dire ce qui s'est passé hier autour de 2 h du matin. Ça s'est fait en 10 minutes. On pensait 413 morts, c'est sans doute 1 millier de morts en 10 minutes. Ça n'est jamais arrivé depuis le début des opérations en octobre 2023. Une telle violence aussi rapidement sur des zones civiles. La dernière guerre de Gaza avant celle-ci, c'est mai 2021. C'est 256 morts en 11 jours. Il y avait du monde dans la rue. 256 morts en 11 jours et 11 nuits. Là, il y a 1 millier de morts en 10 minutes. Et c'est absolument criminel. Et sur ces 1 millier de morts, 2 tiers de femmes et enfants, plus des personnes âgées. Ça s'est fait non seulement en informant, mais avec le feu vert des États-Unis. Donc c'est la méthode Trump. C'est une méthode criminelle. Ça s'appelle une intention génocidaire. Et en droit international, le génocide n'a pas besoin d'être commis pour être répréhensible. On n'a pas le droit d'appeler à un génocide, surtout quand on est ministre de la Défense. Et sur cette vidéo, les amis, on va se tourner vers Bernard-Henri Lévy, qui nous explique sur la création d'un État palestinien, qui va nous expliquer sur la création d'un État palestinien, tant qu'il y aura le Hamas, ou tant qu'il y aura quelque chose qui ressemble au Hamas, tant que la société palestinienne n'aura pas fait sa révolution culturelle. Ils aiment bien la révolution, ces personnes-là. Ils aiment trop. Les guerres civiles, ils aiment trop. Il ne faut pas envisager un État palestinien. L'américaine Marco Rubio en a parlé avec son homologue saoudien en disant il faut œuvrer en faveur d'un cessez-le-feu durable dans lequel le Hamas serait complètement désarmé et privé de pouvoir. Vous aviez une vision assez jusqu'au-boutiste de ce qu'il devait se passer à Gaza. Est-ce que c'est toujours le cas à l'heure actuelle? Non, je ne sais pas ce que vous entendez par jusqu'au-boutiste. Le Hamas doit être anéanti dans toutes ses formes. Deux choses. Un, les otages doivent rentrer à la maison. C'est la première chose. C'est ce calvaire a trop duré. Et deuxièmement, le Hamas doit quitter la scène. Voilà. Et toutes les pressions que nous exerçons et toutes les pressions que des pays occidentaux peuvent exercer sur des pays amis du Hamas, elles doivent avoir un seul but. Convaincre ces pays en question, le Qatar, peut-être l'Égypte, la Turquie en tout cas, les convaincre d'une chose, c'est d'exfiltrer les commandants du Hamas. C'est pour que la guerre s'arrête. Là encore, il ne faut pas inverser les choses, il ne faut pas mettre le monde à l'envers. Pour que la guerre s'arrête, c'est les deux conditions. Que les dirigeants du Hamas embarquent quelque part, comme les gens d'Arafat en 1982 au port de Tripoli au Liban, et débarrassent le plancher, premièrement, et deuxièmement, que les otages reviennent. Ce jour-là, la guerre s'arrête, le cauchemar s'arrête, le cauchemar pour les otages et le cauchemar pour les populations civiles palestiniennes qui ont payé trop cher, en effet, pour la folie criminelle de leurs dirigeants et de leurs complices. Est-ce que c'était le bon moment, selon vous, pour que le président français, Emmanuel Macron, annonce la reconnaissance d'un État palestinien dans les mois à venir? Non, je ne crois pas que ce soit le bon moment. Non, je crois que s'il y a un moment où la question de l'État palestinien n'est pas à l'ordre du jour, c'est maintenant. Autrement dit, tant qu'il y aura Hamas, ou tant qu'il y aura quelque chose qui ressemble au Hamas, tant que le peuple, la société palestinienne n'aura pas fait sa révolution culturelle, tant qu'elle n'aura pas renoncé à ce projet fou d'éradiquer Israël de la surface de la terre, c'est-à-dire le projet fou d'une Palestine qui irait de la mer au Jourdain. Tant qu'il n'y aura pas ça, je crois qu'il ne faut pas envisager d'État palestinien. Non, je crois pas. Je crois que c'est inenvisageable. Et là, les amis, on va se tourner vers la France. Cette ministre dit gagner 45 000 € par mois, mais dit ne pas être assez payée pour le nombre d'heures qu'elle fait. Ces gens sont tout simplement déconnectés de la vie réelle. Quand je pense qu'en France, la population gagne moins que 1 500 € par mois, et ces personnes se plaignent quand ils gagnent 45 000 € par mois, ça c'est hallucinant. 45 000 € par mois, 45 000 € par mois. C'est la passion, c'est l'investissement.
Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je suis pas bien payée. C'est incroyable. C'est pas grave, j'ai une mission fondamentale. Un heure dans un mois. Tu m'étonnes que la mission est fondamentale. Tu m'étonnes. 45 000 € par mois, les amis. Je vous le dis, les amis, je connais des personnes qui travaillent H24, samedi, dimanche, lundi, mardi, toute la semaine, et qui font moins de 3 000 € par mois. Et ces personnes viennent se pavaner sur les plateaux télé en nous expliquant qu'ils gagnent 45 000 € par mois et ça serait pas assez. 45 000 € par mois, si on rapporte ça au nombre d'heures, je ne suis pas bien payé. Mais on est chez les dingues, excusez-moi, mais ces gens-là sont coupés de la réalité, coupés du monde. Elle va faire ses coupes. Des ministres au service des Français. Franchement, elle avait 45 000 € par mois. Arrête aussi. Celui qui se plaint. Et toi, tu gagnes combien par mois en tant que présentateur pédo? Tu gagnes combien par mois? Si c'est pas 50 000, je vous dis, je me coupe un bras. Et là, les amis, on va changer de sujet. Regardez-moi ce 2 poids de mesure. Quand Poutine intervient en Ukraine, on appelle ça un crime de guerre. Par contre, les amis, quand Bush rase l'Irak sans mandat de l'ONU, silence radio. Alain Juillet le dit sans détour, le 2 poids de mesure. Hallucinant. On dit Poutine est un criminel parce qu'il a attaqué, donc on va le passer en cour suprême. Parce qu'il a fait la guerre en Ukraine. Et la guerre en Irak, on l'a faite comment? On n'a pas demandé l'autorisation de l'ONU quand les Américains ont attaqué l'Irak. Au contraire, les Français ont dit il faut pas et tout. Ils ont fait des guerres, ils n'étaient pas autorisés à les faire, ils ont fait quand même. C'est exactement la même chose, donc ils devraient aussi être traduits. Vous allez traduire, vous, le président Bush ou le président Clinton ou le président Biden devant... Bien sûr que non. Le fond du problème, c'est qu'il y a une hégémonie américaine, elle ne peut pas donner tort aux Américains de vouloir continuer à être les leaders mondiaux. Il faut quand même être raisonnable. Et que sur quoi ils peuvent s'appuyer? Puisque sur le plan économique, ils sont en train de se faire dépasser dans tous les domaines. Dans la recherche actuellement, dans les dépôts de brevets dans le monde, l'année dernière, il n'y a eu que 4 domaines de recherche dans lesquels les brevets américains étaient plus nombreux que les brevets chinois. En 24 autres, c'est les Chinois qui déposent le plus de brevets. Donc ça veut dire que sur le plan de la recherche, de l'innovation et de l'économie, les Chinois sont en train de prendre le leadership.